na bomoi nanga tate milo nalingi nga na yembela yo kolo kolo wanga nzambe nanga salisanga nzambe solo tate milo nalingi na bomoi nanga tate milo nalingi nga na kumisa yo kolo. Bien-aimés le Seigneur, peuple de Dieu, peuple de Pointe-Noire, vous suivez RTA OPH, votre télévision, votre émission que vous aimez. Ce soir, un autre jour, une autre émission, samedi 21 octobre 2017. Le plaisir est partagé d'arriver chez vous ce direct ce soir pour vous dire grand merci, grand merci, grand merci d'avoir choisi déjà la RTA, la radio ou la télévision de Dieu le Père, le canal du Dieu vivant. Merci, je suis Sandra Ochika, le plaisir est partagé. Ce soir, c'est samedi, c'est pas, vous allez dire, est-ce que c'est Asla et nous, est-ce que c'est pas Asla et nous? Et oui, nous sommes ensemble avec notre invité spécial. Avant de le présenter, nous voulons vous rappeler que ce samedi, ce plateau spécial, c'est pour parler de l'organisation et la prise en charge des urgences médicaux chirurgicales. Voilà ce soir le thème, voilà ce soir la vitrine de cette émission que nous allons parler, présenter, en tout cas rester avec vous. Nous disons déjà merci de votre fidélité. Et ensemble, on va recevoir notre invité principal, qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. On va lui dire bonsoir et surtout bienvenue ce soir à RTA OPH. Merci Sandra, notre présentatrice. Et je suis ému. La réalisation de ce projet ce soir me rend ému parce que c'est une idée que nous avons voulu rendre réelle depuis un certain temps. Et merci à notre Seigneur et notre Dieu le fait que nous puissions ce soir rendre donc ce projet réel devant vous, les auditeurs et les téléspectateurs. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et pensez que nous sommes toujours en chrétien, pensez que nous sommes toujours en séti, parce que nous abordons cette émission sous cet angle-là. Et c'est l'occasion de dire aux uns aux autres que ce n'est pas une émission politique, c'est une émission qui est sur la ligne droite de la spiritualité, dans l'objectif même de ce que nous faisons depuis un certain temps, c'est discuter entre chrétiens de ce qu'il faut faire désormais. Vous savez, nous vivons des temps difficiles, mais nous avons voulu organiser ce plateau spécial de façon à ce que, comme vous voyez, Madame la journaliste, dans les différents maillons de la chaîne que constitue l'organisation de la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, nous avons des chrétiens. Nous avons des chrétiens parmi les patients. La majorité des patients, ce sont des chrétiens. Nous avons des chrétiens qui sont des agents dans les centres de santé, dans les structures de santé. Et nous avons aussi des chrétiens qui sont des décideurs dans le domaine de la santé. Donc ce soir, nous voulons nous adresser aux chrétiens en tant que patients, aux chrétiens en tant qu'agents de santé et aux chrétiens en tant que décideurs pour que nous sortions de ce plateau spécial avec des idées qui vont tenter de changer tant soit peu la façon de faire des uns et des autres par rapport aux circonstances du moment. Merci beaucoup, Papa Charles. Voilà, nous avons dit, nous sommes des chrétiens, nous restons des chrétiens et on parle de tout ce qui nous concerne. Voilà pourquoi on a dit l'objectif de Asla et nous, c'est d'arriver et de répondre surtout à vos préoccupations, à vos demandes. On reçoit vraiment chaque fois vos courriers, vos lettres, vos SMS, vos encouragements. Et il y a d'autres même qui n'apprécient pas. On vous dit merci parce que vous êtes déjà en direct de RTA OPH, votre chaîne, votre télé, votre radio. Merci beaucoup, Papa Charles. Et ce soir, nous allons nous focaliser, nous tourner vers la santé avec Papa Charles. On l'a dit, c'est un plateau spécial. En première partie, nous allons commencer avec notre invité à parler pendant 30 minutes, toujours en restant dans la santé, toujours en restant avec vous. Et après, on va ouvrir notre numéro, notre téléphone que nous allons déjà vous donner. Le numéro en avance, 06 474 82 28. 06 474 82 28, c'est notre numéro, mais on ne le met pas déjà en fonction maintenant. On commence d'abord avec Papa Charles, déjà en parlant de ce thème, l'organisation et la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Avec Papa Charles, déjà en premier, Papa Charles, une idée sur l'objectif de cette émission ce samedi, ce soir. Voilà, les Pontonégrins qui ont quelques années déjà et qui
ont vécu dans cette ville, pourquoi pas hors de cette ville, savent qu'il y a eu une période où je me suis lancé dans la musique. Et j'avais expliqué à l'époque que ce n'était pas le hasard qui m'avait conduit à la musique. C'est vrai que j'ai un passé culturel qui remonte à mon enfance, mais j'avais eu à une époque donnée à perdre un ami, mais vraiment un ami. J'étais très attaché à lui. Et avec le vent du VIH-Sida, j'avais perdu cet ami qui s'appelait Antoine. Et donc, après donc, cet événement, je voulais trouver le moyen de sensibiliser sur ce qui était arrivé à Antoine. Et c'est ce qui nous avait conduit à la chanson que les uns et les autres fredonnaient à l'époque. Certains l'ont encore dans leur mémoire aujourd'hui, Sam Nayao. Donc, ce n'était pas une aventure, c'était simplement une façon pour moi de rendre hommage à un ami. Et j'avais voulu sensibiliser sur la maladie qu'il avait emportée. Donc, vous voyez que le mercredi prochain, le 25 octobre, cela fera exactement 1 an depuis que notre mère, notre sœur et notre épouse nous a quittés. Et j'ai voulu, dans le cadre donc aussi de l'hommage à rendre à celle qui est restée dans nos cœurs, donc j'ai voulu, comme je l'avais fait à l'époque avec Sam Nayao, j'ai voulu organiser ce plateau spécial pour sensibiliser sur les urgences médico-chirurgicales. Nous n'allons peut-être pas parler en termes techniques, c'est pour ça que vous n'avez aucun médecin sur ce plateau, mais nous allons parler de l'organisation. C'est-à-dire depuis chez nous, quand il nous arrive un problème, comment nous nous organisons, qu'est-ce qui est fait, le temps que nous partions de chez nous, que nous arrivions dans l'établissement hospitalier, dans le centre de santé, comment nous sommes reçus. Est-ce que nous sommes reçus comme il le faut? Est-ce que nous sommes reçus avec toute l'attention? Est-ce que quand nous sommes reçus avec toute l'attention, est-ce que nous trouvons les unités de diagnostic qu'il faut? Quand quelqu'un vient pour un AVC, est-ce que tout de suite on peut lui faire un scanner? Quand quelqu'un vient pour une autre maladie, est-ce que tout de suite les unités de diagnostic sont disponibles? On peut lui faire l'échographie tout de suite. Nous allons parler de tout ça. En fait, c'est dénoter quelques manquements, dénoter quelques carences, dénoter quelques insuffisances pour que ça ne soit pas des ordres, mais ce sont des observations, ce sont des remarques que nous allons partager de façon à ce que les uns et les autres se reconnaissent dans les manquements qui seront dénoncés ici. Et en se reconnaissant, surtout pour nous qui prions, surtout pour nous qui avons ce respect de la dignité de la personne humaine, que nous puissions corriger notre façon de faire, que nous puissions corriger notre façon de nous organiser. Donc, je répète, je dis, il ne s'agit pas d'une émission politique. Donc, tout à l'heure, quand le téléphone sera ouvert, s'il y a quelque chose que je peux demander aux uns et aux autres, ce ne sont pas des insultes, ce ne sont pas des calomnies. Nous devons rester sérieux, nous devons rester dans le respect de la dignité des uns et des autres, de parler de ce que nous avons vécu. Si nous allons laisser ce soir le téléphone ouvert, c'est simplement pour permettre aux uns et aux autres de partager leur expérience, qu'il m'était arrivé ceci. Moi, la mienne, je vais vous la partager. Comme je vais vous partager aussi à travers tous les témoignages qui nous arrivent au niveau de l'espace Solidarité Santé, nous allons vous partager un certain nombre d'exemples, des faits qui ont été vécus par des citoyens comme vous et nous. Et c'est à partir de là que nous allons recueillir aussi des faits qui sont certainement, que vous avez eu à connaître dans vos rapports avec les centres de santé, les structures de santé. Et à la fin, cela nous permettra peut-être de faire quelques propositions, de faire des suggestions, parce que vous et nous, nous ne sommes pas des décideurs, mais nous vivons au jour le jour ces phénomènes. Et donc, nous ferons des suggestions. En ce qui nous concerne, nous les chrétiens, nous ferons le rappel de l'amour de Dieu. Parce que si vous êtes un agent de santé, votre façon d'accueillir, de recevoir le malade doit refléter le comportement que la Bible vous demande, doit refléter le comportement que Dieu vous demande. Donc, ce sont ces exemples que nous allons mettre à votre disposition. Et de là, nous voulons terminer ce plateau spécial avec des suggestions et des observations. Donc, je dis, nous allons du début jusqu'à la fin rester dans le respect des uns et des autres. Je répète, je dis, il ne s'agit pas d'une émission politique, il s'agit d'un partage. Vous voyez, la conjoncture est tellement difficile que l'une des façons de nous aider les uns des autres, c'est de nous amener à comprendre comment réagir à certains phénomènes de la vie. Et la santé constitue un domaine important dans la vie des uns et des autres. Si déjà, au niveau de la santé, nous pouvons nous aider, nous pouvons nous entraider, nous pouvons abandonner une mauvaise façon de faire ou d'agir, eh bien cela va avoir un impact sur le budget de chaque famille. Et en ayant un impact sur le budget de chaque famille,
cela va nous aider à nous en sortir dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, nous parlons de la santé, mais après, nous parlerons de la consommation. Nous parlerons des phénomènes qui sont liés directement à la vie du chrétien. Donc voilà, donc l'objectif de cette émission, c'est interpeller les uns les autres sur ce que nous avons l'habitude de faire, mais qui ont malheureusement des répercussions graves sur la vie des uns et des autres. Donc nous ne parlerons pas comment on va la prise en charge d'une grossesse, ceci, la prise en charge d'une crise d'appendicite, la prise en charge, c'est du domaine des médecins. Bien entendu, je suis de la santé, vous le savez, et pendant 2 ans, j'ai évolué au niveau du secours catholique à Lyon, puisque je suis breveté national de secourisme du département du Rhône en France. Et vous savez que je suis économiste de la santé. J'ai un diplôme d'études approfondies en économie de la santé de l'Université de Lyon 2. Et aussi, je suis administrateur logisticien de santé. Et j'ai une pratique de 24 années dans les hôpitaux. Pas seulement au Congo, mais aussi en Afrique, au Bénin, au Ghana, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. J'ai eu à faire le tour des hôpitaux. Donc, l'expérience hospitalière doublée de cette expérience que j'ai dans la société civile à travers l'espace Solidarité Santé. Donc, tous ces faits nous conduisent à nous exprimer pour dire ce que nous avons vu, recueillir ce que vous avez vécu et essayer de partager, d'échanger. Papa Charles, en parlant de partager, en parlant de changer avec vous déjà, en vous écoutant, pouvez-vous nous présenter aujourd'hui l'ONG Espace Solidarité Santé que vous dirigez depuis beaucoup de temps déjà? Voilà, donc il fut une période dans ma pratique professionnelle au niveau des hôpitaux, des établissements hospitaliers, je m'étais rendu compte qu'il y avait des catégories de patients qui ne répondaient pas tous à la même manière de la prise en charge des dépenses de santé. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons des citoyens, des frères, des sœurs qui sont dans des compagnies nantis et qui bénéficient des assurances santé, qui bénéficient d'une couverture santé. Pour cela, le problème ne se pose pas parce que la prise en charge, elle est effective. Vous pouvez ou ne pas avoir un franc chez vous, mais comme vous êtes affilié à un organisme de sécurité sociale ou d'assurance maladie, tout de suite, quand vous arrivez à un hôpital qui est agréé par votre compagnie d'assurance maladie, votre société d'assurance maladie tout au moins, et vous êtes pris en charge. Et j'ai vu que tous ceux-là de nos amis, de nos frères, de nos connaissances, de nos sœurs qui étaient dans cette catégorie, souffraient moins des problèmes dans le domaine de la prise en charge des dépenses de santé. Alors, nous avons une autre catégorie de ceux-là qui n'ont aucune couverture santé, qui n'ont aucune assurance maladie et qui sont obligés de penser à leur poche chaque fois qu'il faut aller dans un centre de santé. C'est-à-dire que vous êtes directement soumis au règlement numéraire en espèces de la consultation et de toutes les prestations qui vous seront proposées. Et je vous assure, madame la journaliste, pour cette catégorie, c'est très compliqué. Pour cette catégorie, c'est très difficile. Vous avez le salaire minimum dans notre pays, je n'ai pas en tête en ce moment, je n'ai pas mes notes sur moi, mais vous voyez qu'il arrive que pour une crise de palu, quand vous vous présentez dans un hôpital, en tout cas, vous pouvez vous en sortir avec pas moins de 20 000 francs CFA. Donc 20 000, ça je donne un minimum, 20 000 francs CFA dans certains budgets, c'est beaucoup d'argent. Et donc si déjà vous avez 20 000 francs pour un enfant, vous en avez encore 20 000 pour un autre enfant, ainsi de suite, si vous arrivez 3 cas de paludisme dans la famille, eh bien, votre salaire est parti rien que dans les dépenses de santé. Et j'ai trouvé que ces citoyens-là étaient vulnérables. Et ils étaient sujets à beaucoup de complications. Parce que si vous n'avez pas d'argent, vous allez dans l'automédication. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez dans le cabinet du quartier qui peut-être ne dispose pas de tous les équipements ou tout au moins même des personnels compétents pour venir à votre rescousse. Et donc, c'est des gens qui sont même soumis des fois aux médicaments de la rue. Parce que aller à l'hôpital pour certains foyers, ça fait peur. Parce que vous savez qu'en arrivant à l'hôpital, vous aurez déjà à débourser quelque chose. Donc, ça nous a conduit en 2006 à créer l'espace Solidarité Santé, qui est une ONG dont je suis le président du bureau exécutif. Et celle qui nous a quittés en était la vice-présidente. Donc, c'est un cadre de réflexion, un cadre de soutien et un cadre aussi qui propose des solutions entre les citoyens, les centres de santé et les décideurs de façon à améliorer la prise en charge des dépenses de santé. Donc voilà, Espace Solidarité Santé. Notre siège est à Ngoyo Puma, en face de l'église Zéphirin.
Papa Charles, ce soir, avec vous, le plaisir, c'est de parler avec vous, de savoir que déjà, directement, si vous pouvez nous dire votre situation vécue, qui peuvent aussi faire comprendre aux téléspectateurs et aux auditeurs le sens de cette émission ce soir. Voilà, donc la nuit du 24 au 25 octobre, j'ai dû, en toute urgence, conduire mon épouse dans un centre de santé dont je tairai le nom. Donc je voudrais aussi que tout au long de l'émission, quand nous allons échanger nos cas vécus, que nous ne puissions pas citer les noms de centres de santé. C'est-à-dire de grâce, ne dites pas j'étais dans tel hôpital. Ce n'est pas la politique de l'émission. Nous échangeons de façon à ce que chacun se retrouve dans un cadre général. Donc Dieu merci, avec le peu de sympathie que j'ai de la part de certains citoyens de cette ville. Donc j'ai été rejoint aux environs de 4h, 5h du matin par un médecin et qui arrivait sur les lieux avait déjà tout apprêté. Donc on arrive au centre de santé. En tout cas, j'ai trouvé la disponibilité du personnel soignant. J'ai trouvé l'engagement du personnel soignant. Mais arrivé dans un cas d'urgence, nous nous sommes heurtés à un problème, indisponibilité des unités de diagnostic. Donc on ne pouvait pas faire une prise de sang pour avoir une réponse tout de suite. On ne pouvait pas faire une radio tout de suite. On ne pouvait pas faire un autre examen, un autre acte d'imagerie médicale tout de suite. Et le médecin a quelque peu tâtonné. Et quand je lui rendais compte de ce qui se passait, il y avait la bonne volonté de sa part. Il y avait la bonne volonté de la part du médecin qui avait quitté chez lui parce qu'il me connaissait qui est arrivé. Il y avait la bonne volonté du personnel soignant qui connaissait Papa Charles. Donc ils sont venus tout de suite parce qu'ils connaissaient Papa Charles. Mais écoutez, quand on a voulu donc l'amener en réanimation, il s'est posé un problème de place. Il n'y avait pas de place au niveau de la réa. Donc le médecin a entrepris de faire une réa tout de suite, mais il n'y avait pas de médicaments. Donc il fallait... Est-ce que c'est à cause de l'heure ou Non, on va en parler tout à l'heure. Nous allons voir que c'est une chaîne. Vous voyez, c'est le but de cette émission. Nous allons comprendre que c'est une chaîne. En fait, aujourd'hui, dans toute la littérature actuelle, dans tous les pays du monde, la littérature dit ceci. Une urgence doit être prise en compte dès l'endroit où elle est constatée. C'est-à-dire que quand vous avez un malade à la maison dans un cas urgent, l'organisation des urgences part de la maison. C'est pour ça que vous voyez en France, quand on appelle le SAMU, l'organisation du SAMU est telle que les services du SAMU connaissent les disponibilités des lits dans les centres de santé. Donc, on ne vous enverra jamais dans un centre de santé où il y a indisponibilité. Et aussi, la littérature dit aujourd'hui que quand vous avez un cas à la maison, vous n'êtes pas professionnel, même si vous êtes professionnel, mais peut-être que le cas ne vous concerne pas. Vous savez, même les médecins, ils sont médecins, c'est vrai, mais il y a des spécialités aussi. Donc, aujourd'hui, si vous avez un cas qui vous arrive à la maison, en fait, les soins doivent partir de la maison. Donc, vous avez une équipe qui va être dépêchée. Dans le cas du SAMU, vous avez soit les sapeurs-pompiers qui précèdent, qui arrivent à la maison, qui disposent déjà de certains équipements. Aujourd'hui, vous avez dans certaines ambulances ou bien des véhicules médicalisés, comme on les appelle en France, vous avez à l'intérieur jusqu'à des échographes miniatures. Vous avez des électroencéphalogrammes miniatures, vous avez des électrocardiogrammes, vous avez un monitoring. Donc, dès que l'équipe arrive sur place, il y a déjà une première indication qui est faite par rapport à l'équipement des personnes qui arrivent, voyez. Et donc, quand ces gens arrivent, s'il s'agit des sapeurs-pompiers, s'ils n'ont pas un médecin avec eux, le temps que le médecin arrive, ils ont déjà pris les signes vitaux, ils ont déjà commencé à faire un premier travail. Et par rapport au rapport qui est fait au centre du SAMU, on sait exactement, on peut même donner des indications à ceux qui sont sur place. Et quand arrive le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il conditionne le blessé. Il conditionne le malade. Vous voyez, je voudrais insister sur ça parce que c'est très important. Quand nous avons fait, nous autres, le brevet national de secourisme en France, on nous disait, par exemple, qu'un accidenté de la route, on ne le ramasse pas n'importe comment. Parce qu'il doit avoir une atteinte, il peut avoir une atteinte de la colonne vertébrale. Donc, pour le ramasser, il faut le ramasser dans des conditions où on ne va pas aggraver sa situation. Or, vous voyez le cas de chez nous, ici, vous voyez un accidenté, il tombe, tout de suite les gens viennent, ils soulèvent, ils plient, ils mettent, alors que ils ne savent peut-être pas qu'ils sont en train d'aggraver la situation. C'est pour ça, dans certains pays, on a pensé que l'organisation des secours doit partir du lieu. Et c'est pour ça, vous voyez même dans le cas des grands accidents, il y a des hôpitaux de campagne qui sont montés sur le lieu même de l'accident, de façon à trier les blessés, de façon à soigner ceux qui ont besoin des premiers secours sur le champ, et à conditionner ceux qui doivent aller dans d'autres centres.
Donc, vous voyez, ça paraît peut-être un peu flou, mais je vais vous donner une idée. Vous savez, vous avez un enfant qui fait de la fièvre. Vous pensez que tout de suite, il faut lui donner, par exemple, de l'aspirine. Alors, il se peut que cet enfant a commencé à développer de la varicelle. Or, vous savez qu'en cas de varicelle, quand on soigne les symptômes, la fièvre, il faut la faire baisser, c'est vrai. Mais si vous utilisez l'aspirine, les médecins vous diront qu'il y a une contre-indication. Ça peut provoquer une situation beaucoup plus difficile. On utilise le paracétamol. Mais vous, à la maison, vous ne disposez par exemple que de l'aspirine. Vous allez vous empresser de donner de l'aspirine à votre enfant, ne sachant pas que vous allez aggraver sa situation. Voyez-vous? Donc, vous pouvez tenter aussi d'aller dans un centre de santé pour quelqu'un qui est diabétique et qui s'ignore. Il ne sait pas qu'il est diabétique. Vous allez prendre la personne, vous amener dans un centre de santé qui ne va pas prendre la précaution de faire l'examen approprié pour savoir s'il est diabétique ou pas. On dit, bon, pas lui, on commence à lui montrer un sérum glucosé. Donc, on vient encore empirer sa situation. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous qui êtes à la maison, vous n'avez pas cette compétence. Donc, normalement, si les urgences étaient organisées, il y aurait un numéro vert. Quand quelqu'un a un cas, on appelle. Et les pompiers descendent ou bien c'est bon. Écoutez, nous ne sommes peut-être pas encore là, mais il faut aller dans le virtuel. Il faut essayer de voir ce qui se passe ailleurs pour comprendre qu'il y a beaucoup de complications sur les cas de maladie simplement parce que la chaîne de secours n'est pas organisée comme il le faut. Donc, vous voyez, vous commencez par l'automédication et quand vous voyez que la situation de l'enfant ou de la personne s'aggrave, c'est à partir de ce moment où vous allez dans un cabinet. Le cabinet aussi, se sentant incapable de régler le problème, qu'est-ce que le cabinet va faire? Au lieu de vous référer, de dire allez dans un centre. Mais comme ils veulent gagner de l'argent, il faut que vous payiez quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à tâtonner. Donc, vous avez tâtonné à la maison, vous avez tâtonné dans le cabinet de proximité, et vous décidez maintenant d'aller à l'hôpital. Moi, j'ai eu la chance, de par les gens qui me connaissent, d'avoir été reçu en toute sympathie à l'hôpital. Mais il y en a qui arrivent à l'hôpital qui sont reçus avec la désinvolture. Il y a quelqu'un qu'on a perdu dans un service de triage parce qu'il fait une crise d'AVC. Et quand il arrive, l'infirmière se met à l'engueuler. Et l'infirmière, ne sachant pas qu'en engueulant le malade, elle est en train d'aggraver le cas du malade. Que dire par exemple d'une femme qui est en travail? Le travail commence à la maison, elle doit accoucher. Elle se dit, elle va à l'hôpital le plus proche. Elle arrive là-bas, il y a une indication de césarienne. Mais il y a une disponibilité des praticiens. On va dire, bon, écoutez, quittez tel hôpital, allez dans tel autre hôpital. Elle va arriver dans ce deuxième centre de santé, on va lui dire, il y a aussi une disponibilité des praticiens. Donc vous allez avoir une femme qui, pour accoucher, va faire le tour de 3 centres de santé. Et quand elle arrive au 3e centre de santé, il y a déjà eu souffrance fœtale, il y a déjà eu problème. Et soit c'est l'enfant qui va aller en néonat pour des cas meilleurs, mais soit c'est l'enfant qu'on perd, ou sinon, on subit beaucoup de cas comme ça. Donc vous voyez, madame, l'organisation de secours, ça part de la maison. Le constat, l'appel au centre de secours, l'envoi de l'équipe de secours la plus proche, le conditionnement du blessé, le conditionnement du malade, son transport, même le transport d'un malade doit être médicalisé. C'est pour ça que vous voyez que les ambulances ont commencé par des équipements obsolètes et au fur et à mesure que la technologie évolue, vous avez dans un véhicule médicalisé un demi-service d'urgence. C'est-à-dire que c'est un demi-service d'urgence, des urgences plutôt, qui se trouve dans l'ambulance. Donc, vous voyez, madame la journaliste, c'est donc, je suis arrivé dans cet hôpital et ça faisait près d'1 heure qu'on était déjà arrivé. Rien n'était fait sur elle. Et donc, il a fallu attendre que la personne aille en pharmacie pour chercher. Donc, vous voyez, ce temps-là, il ne représente peut-être rien. Mais dans certaines conditions, par exemple, dans certaines maladies cardiaques, le temps compte. Au-delà d'un certain nombre de minutes, on ne peut plus rattraper une situation. Alors, vous allez voir aujourd'hui des gens, il a fait un AVC, on a presque un scanner parce que le praticien, il a besoin du scanner pour essayer de mieux conduire la prise en charge du malade. Mais vous allez voir des gens, vu le coût du scanner, qui vont attendre 3, 4, 5 jours, 1 semaine pour réunir de l'argent pour faire le scanner. Or, quand vous voyez même certains documentaires des urgences médicales en France, vous allez voir que un service d'urgence, c'est comme un mini-hôpital. C'est-à-dire dès que le malade arrive, tout de suite, il y a la disponibilité des unités de diagnostic. Vous trouvez l'opérateur du scanner là, vous trouvez le radiologue sur place, vous trouvez... Parce que il faut à l'instant où le malade arrive au centre de santé,
il faut savoir de quoi il souffre. Papa Voilà. Charles, avec vous, comment se présente, selon vous, Papa Charles, ce soir, une chaîne normale de la prise en charge d'une personne en urgence médico-chirurgicale, selon vous, Papa Charles? L'organisation des urgences est toujours centralisée. Parce que la centralisation de l'organisation des urgences part de la connaissance de la carte hospitalière. C'est-à-dire que nous savons que nous avons tant de centres de santé de telle capacité. Nous avons tant de centres de santé de telle spécialité. Nous avons tant de centres de santé de telle destination. Et on s'en fait une carte. Et cette carte est mise à jour chaque jour. De façon à ce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans tel centre de santé, il y a disponibilité de temps de lit en maternité. Il y a disponibilité de temps de lit en réa. Il y a disponibilité de temps de lit dans tel. Donc, ça part déjà d'un centre de secours. Et ce centre de secours est appuyé par des unités mobiles qui sont le plus proches de la population et qui répondent à chaque appel de la population. Et ces unités mobiles sont composées de gens compétents qui partent avec un équipement aussi adapté de façon à secourir la personne dès l'endroit où la personne a été retrouvée. Je vous ai parlé du ramassage d'un accidenté. Le ramassage d'un accidenté n'est pas quelque chose à faire à la légère. Si vous avez, les médecins seront d'accord avec moi, si vous avez une fracture ouverte sur un malade, le fait de le soulever de façon inappropriée peut faire que l'os qui est cassé puisse détruire les nerfs, peut faire que une hémorragie interne soit créée parce que vous avez mal soulevé la personne. Mais écoutez, dans l'urgence, sachant que ces services n'existent pas, qu'est-ce que les gens font? Dès qu'il y a quelqu'un qui tombe, on le soulève, on le met. Vous savez, il y a un jeune homme que nous avons pris à la gare de Tieté qui priait avec nous, que vous connaissez bien, qui a été un sourd. Il n'a pas suivi les appels des gens et le train passait sur lui, il avait perdu un pied. Mais nous l'avons amené à un centre de santé à 21 h. Et il a été pris en charge à 4 h du matin, vous voyez? Il faut remercier Dieu le fait que l'hémorragie... Il a perdu beaucoup de sang, oui. Il a été pris en charge à 4 h. Mais vous savez, ça, c'est des choses... Quand vous allez dans des séminaires à l'international, quand vous allez dans des conférences à l'international, quand vous faites le rendu, la restitution de ce genre d'études, parce que l'espace Solidarité Santé a mené plusieurs études, nous sommes en partenariat avec certaines associations. Quand vous rendez, il n'y a pas que nous, hein, vous sentez que dans beaucoup de pays, les gens vivent les mêmes choses. Vous savez qu'il y a 2 ans, j'ai participé à une émission, Le défi africain, avec Alain Foucault sur RFI, sur les erreurs médicales. Donc, nous avons échangé sur le net avec un certain nombre de personnes. Et on s'est rendu compte que beaucoup de pays vivaient le même problème. Donc c'est vraiment un problème. Si on arrive à améliorer ne serait-ce qu'un peu dans ce sens, ça va soulager les uns et les autres. Vous savez, il y a des choses qui ne demandent pas l'argent, qui demandent simplement une façon de s'organiser, une façon de faire. Voilà. Merci beaucoup, Papa Charles. 20 h passées de 28 minutes. Très chers frères et sœurs en Christ, j'allais dire amis sportifs. Non, c'est pas le sport. Ah, c'est aussi vous une savez, émission. Chasser le naturel, il revient au galop. Surtout si le sport vous habite à 100%. Eh ben, écoutez, Grand merci de votre fidélité ce soir déjà en direct. Hein. Nous allons continuer avec Papa Charles, nous allons continuer à parler de la santé ce soir. On a dit oui à cela et nous, l'objectif, c'est de parler, c'est de répondre à vos préoccupations, à vos questions, à tout ce que vous pouvez nous demander. Merci beaucoup à vous. Nous allons repartir du côté de la régie et on revient continuer avec Papa Charles et avec vous tout juste après. Le cas de Rosie sera traité à la clinique vétérinaire baptisée Sache. Allez, je ferai tout ce que je peux pour elle. C'est bien, Rosie. Ça y est, je le vois. Il est complètement au travers du palais. Au Sache, la vétérinaire Lisa Shimes ausculte un Springer Spaniel mal en point. Est-ce que je vais pouvoir l'extraire sans t'endormir? Obus a un os coincé en travers de la gorge. Son extraction sera difficile et douloureuse. Un chien ne vous laisse pas mettre votre main dans sa gueule, surtout quand il y a quelque chose de coincé et qu'il souffre. En général, il faut l'endormir. Mais Obus semble avoir bon caractère et il va peut-être me laisser faire sans que je l'endorme. Tout va bien. Bonjour, Andrew. Entrez. Je vous présente Rosie. Voilà ses pattes. On va l'examiner. Angus rencontre le docteur Andrew Marchewski, un chirurgien qui lui dira ce qu'il envisage pour aider Rosie. On va être obligé d'installer des appareils de correction. On va commencer par casser les os, et à partir de là, on aura la possibilité de redresser et d'allonger progressivement ses pattes. Avant toute chose, on va prendre des radios.
C'est grave dans le sens où sa vie serait menacée si ça devait durer encore longtemps. Elle ne pourrait plus marcher et la douleur deviendrait chronique. Dans une telle situation, on n'aurait pas d'autre choix que de l'euthanasier. La radiographie révèle que Rosie souffre d'une maladie qui a affecté le cartilage de croissance. Il s'agit d'une pathologie extrêmement sérieuse. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut intervenir, mais ça risque de coûter très cher. D'accord. Je crois que votre chien va vous coûter un peu plus de 65 €. Comment je vais trouver l'argent de cette opération? Bonne question. Je vais m'adresser à des membres de ma famille et à des amis. Je vais devoir m'endetter. À bientôt, Rosie. Allez, on y va. Tous les deux. Allez, Rosie, c'est bien. C'est bien, Rosie. Quand on s'engage à prendre un animal, c'est pour la vie. Et là, je me rends compte que je vais devoir assumer mes responsabilités. C'est parti. Après ça, tu vas te sentir beaucoup mieux. En salle de soins, Lisa et son assistante tentent d'extraire l'os coincé dans la gorge de ce chien. Pour le moment, rien à faire et Obus souffre de plus en plus. Lisa ne veut pas l'endormir, mais elle ne voit plus d'autre solution. Tout va bien, c'est bien Obus, bon chien. C'est bien mon chien. Tu es très courageux. Il est courageux. Regardez ça. Oh mon Dieu, non! Tu n'y touches plus. Il y a une controverse sur le fait de savoir s'il faut donner des os aux chiens. En tout cas, jamais quand ils sont cuits. Et en ce qui concerne les os crus, je surveillerai le chien pendant qu'il le mange et je lui donne un os qui correspond à sa taille. Bon chien, bon chien. Des petits extraterrestres en train de nager. En fait, ce sont des anses intestinales. Chris et Neil ont ramené Charlie, le chien en phase terminale de Madame Coswell, une vieille dame de 88 ans. Chacune de ces lignes fait 1 cm. On a 1, 2, 3 cm de liquide. Cette échographie montre le liquide qui s'est écoulé dans son abdomen. Il a un problème de valve cardiaque. Quand son cœur pompe le sang, une partie de ce sang reflue par cette valve. À l'arrivée, on a une accumulation de liquide dans son abdomen, comme on le voit ici. Voilà pourquoi il a l'air d'avoir un peu trop mangé, mais c'est juste une accumulation de sang. Ça va également provoquer une petite toux, alors je ne vais pas trop insister. Il a un très gros cœur, au moins 8 cm de large. Pour un petit chien, c'est comme s'il avait un ballon dans la poitrine. Cet énorme cœur lui compresse les poumons. Quelle est la taille normale? À peu près les 2/3 de celui-là, voire la moitié. Son cœur fait le maximum pour tenir le coup. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Cette pompe motorisée fonctionne comme un aspirateur. Elle aspire près de 2 litres de liquide de son abdomen. Grâce à cette intervention, Charlie va pouvoir mieux respirer. Je suis toujours impressionné par cette opération. Charlie ne pèse que 8 kilos, mais chaque semaine on extrait plus d'1 litre, presque 2, de liquide de son abdomen. Je ne comprends pas comment il peut en produire autant et rester en vie. C'est un vrai mystère. C'est dur de le voir décliner comme ça. C'est un bon petit chien qui a beaucoup de caractère. Ça me rend triste quand j'y pense. Mon pauvre Charlie. Dans la salle d'opération de la clinique, Rosie ne va pas tarder à subir une lourde intervention. Un mois de plus et sa vie aurait été un enfer. Elle aurait été incapable de marcher. Cette opération va changer sa vie. Son maître, Angus, a réussi à réunir les 4 000 € nécessaires à cette opération. Bon, au travail. Au moment de casser les os, je ne peux pas me permettre la moindre erreur. Lors de cette opération difficile, il doit briser les os des pattes avant de Rosie. Si c'était un être humain, il resterait hospitalisé plusieurs semaines. C'est une opération très lourde, surtout pour un jeune chien. On va fixer cette broche sur l'os. Une tige en métal sera insérée dans chaque patte et raccordée à un appareil réglable. Ainsi, les pattes de Rosie pourront être progressivement redressées. Dans quelques jours, on commencera à tourner cette molette. De cette façon, on va modifier l'angle de cette bague.
Elle se retrouvera dans cette position et bien sûr, ça modifiera l'angle de la patte. Être chirurgien en orthopédie ne suffit pas à Andrew. Il doit aussi maîtriser la géométrie. Elle est bien dans l'axe. Question longueur, c'est à peu près bon. On la descend un peu. C'est un travail très précis, mais on peut toujours faire mieux. On veut toujours que ce soit parfait, mais c'est impossible. J'ai appris une chose, je ne suis pas parfait. 2 heures plus tard, l'appareillage est enfin en place. Maintenant, je vais casser le radius. Ça nous permettra de redresser progressivement sa patte au cours des 2 prochaines semaines. Ça dure depuis 3h30 et tout se passe bien. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais comme je l'ai dit, ça va maintenant être à Angus de prendre la relève. C'est terminé. L'opération spectaculaire de Rosie est terminée. Les os des pattes déformées ont été cassés. Maintenant, la longue phase de rétablissement peut commencer. Ça va être douloureux. Il faudra tout faire pour la soulager. Il faudra mettre une bonne épaisseur de coton autour des aiguilles et des pattes. La pince coupante, s'il te plaît. Il faudra modifier le réglage de ces appareils en métal tous les jours durant les 3 prochaines semaines. Ensuite, il faudra bien encore 6 semaines avant que les os soient consolidés. Pour Rosie et Angus, ce n'est que le début. Honnêtement, je crois que Rosie supportera mieux l'épreuve qu'Angus. On verra ça. Rosie! Rosie, qui est là? Rosie! Elle est bloquée, il faut lui soulever la patte. Même s'il a été prévenu, Angus est très affecté de voir Rosie dans cet état. À vrai dire, je suis complètement abattu. C'était une opération très lourde. Excusez-moi. Je ne pensais pas pleurer. Ça m'arrive pas souvent. Excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Tu es plus forte que moi. Ça n'a pas dû être facile cette nuit. Ça va aller, Rosie. Tout va bien. Oh, darling. À Vaucluse-House, Lady, l'une des plus vieilles chèvres au monde, a un sérieux problème. On ne fait pas dans la douceur. Je confirme que c'est bien de l'arthrite. Mais il y a encore un problème sous-jacent. Elle a un problème d'aplomb. Et il faut faire quelque chose. Évidemment, elle n'a pas tellement l'air d'apprécier l'idée de la ponceuse électrique. J'ai l'impression qu'elle se demande ce qui m'a pris. Mais je continue. Il faut absolument parer ce sabot pour qu'elle puisse mieux répartir le poids de son corps. On le fait régulièrement avec les vaches. Oui. Et aussi avec les chevaux. Le bruit ne les dérange pas. Mais là, on peut dire que c'est une première pour une chèvre. Rosie est de nouveau sur pattes. C'est une très bonne patiente. Elle est adorable et elle a un excellent tempérament. C'est une bonne candidate pour ce type d'opération parce qu'elle se laisse faire. T'es lourde, Rosie. Ses pattes sont équipées d'appareils de correction et Andrew, le chirurgien, doit à présent montrer à Angus comment régler leur tension. J'ai ici une petite clé que vous emporterez chez vous. Tu vas être bien sage. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça. Exactement. Je vise comme ça. 1, 2... Et il faut s'assurer qu'on tourne dans le bon sens. Ça peut être idiot de dire ça, mais il ne faut pas aggraver les choses. D'accord. C'est parti. On y va, Rosie. Tu rentres chez toi. Tu me regardes en te demandant pourquoi je suis allongé sur le gazon et pourquoi j'ai utilisé ce papier de verre. À Vaucluse-House, Chris vient de terminer sa séance de pédicure et cela devrait normalement soulager l'arthrite de Lady. Tu vas essayer tes nouvelles chaussures. Allez, lève-toi. C'est parti. C'est beaucoup mieux. Regarde-la courir. Le résultat est pas mal. Elle doit se sentir mieux. C'est certain.
merci la régie, vraiment merci pour ces images, pour cette histoire avec notre invité. Ce soir, on l'a dit, hein, l'émission spéciale, le plateau spécial, on parle de l'organisation et la prise en charge des urgences médico-chirurgicales. Amis, très chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, oui, avec notre invité Papa Charles, avec vous, nous sommes en train de vous rappeler qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Surtout avec notre invité spécial Papa Charles, en suivant tout ceci, en regardant ce commentaire, en regardant en tout cas cette diffusion donnée par la régie. Papa Charles, quel est votre commentaire? Voilà, il faut dire que je suis un ami des animaux. Hein. J'aime bien les animaux, donc hors de moi toute idée rétrograde. Mais vous voyez que si l'homme est arrivé quand même à s'organiser de façon efficace pour porter secours aux animaux, vous avez vu que nous avons même certains centres de santé que nous connaissons qui n'ont pas le même bloc opératoire que celui dans lequel on a opéré le chien. Vous avez vu tout de suite le chien est arrivé, il y a eu l'échographe, il y a eu la radio, et vous voyez que même les équipements au bloc opératoire répondent à l'évolution. Donc c'est simplement pour dire que si l'homme est capable de faire certaines choses sur les animaux, eh bien, nous, les humains, donc nous pouvons faire mieux. Donc, c'est juste un exemple pour dire que les secours sont organisés de façon à ce que tous ceux qui prétendent à bénéficier d'une prestation en termes de soins, même les animaux, puissent l'être dans des conditions qu'il faut. Vous avez vu comment, là encore, dans certains autres documentaires, vous verrez des véhicules médicalisés pour animaux, qui vont aller prendre les chats, qui vont aller prendre les lapins dans les appartements des gens pour les ramener à l'hôpital. Vous allez avoir, j'ai oublié le quartier, j'y ai fait un stage de 2 semaines en France où se trouve l'école vétérinaire à Paris. Et vous allez voir que l'hôpital de l'école vétérinaire, vous allez voir l'équipement qui y est, suit l'évolution de la technologie et suit l'évolution. Donc, c'est juste pour dire que même pour les animaux, il y a une organisation qui est en place. Donc, je reviens encore à la conscience des uns et des autres parce que nous avons voulu placer cette émission sous le signe de la spiritualité. Vous allez dire spiritualité, pourquoi? Parce que vous allez voir que moi qui parle, je suis un chrétien. Les infirmiers, il y a un fort pourcentage de chrétiens. Les patients, il y a des chrétiens. Les décideurs, il y a des chrétiens. Donc, en dehors de la catégorie de ceux d'entre nous, je suis allé dans un centre de santé la semaine passée rendre visite à un frère. J'ai vu que ce centre était très bien équipé, avait un équipement de réanimation au point. Alors, je ne dis pas qu'il y a un problème de moyens. Je ne voulais pas me lancer dans des problèmes de moyens. Je ne voulais pas me lancer dans des problèmes qui ne nous regardent pas. Je voudrais que tout au long de cette émission, que nous restons dans un cadre purement moral et spirituel pour appeler. Je voudrais que les uns et les autres se reconnaissent. Pas dans des polémiques, mais se reconnaissent dans ce qui se fait parce que à la fin, ça touche quand même la vie des uns et des autres pour qu'il y ait quand même une prise de conscience. Il y a des choses qui ne demandent pas l'argent. L'accueil avec sourire, l'accueil avec amabilité ne demande pas de l'argent. Vous voyez, moi j'ai pris au hasard de mes promenades, il y a un enfant qui a été victime d'un accident de la route sur le bord-bord. Et comme je venais en voiture, j'ai pris cet enfant, je l'ai amené dans un centre hospitalier. Et nous avons été soumis aux caprices de la dame qui était là. Nous, on ne comprenait pas que cette dame, avant de venir vers nous, il fallait donner de l'argent. Mais déjà, nous avons payé à la caisse. Mais le reçu semblait ne rien dire à la personne qui était là. Alors, vous avez un accidenté, vous ne savez pas s'il y a eu un traumatisme crânien, vous ne savez pas ce qu'il y a comme. Donc, en fait, on a traîné pendant 30 minutes. Et quand l'un d'entre nous s'est approché de la dame pour dire, mais maman, hein, si maman est loco, prends ceci, batte-moi naniaï. Et c'est là où, quand la personne reçoit le billet, c'est là où l'attitude de la personne a changé. Mais écoutez, si cette personne, si cette femme est une chrétienne, mais c'est grave, elle ne mérite pas d'être appelée chrétienne. Vous savez, il y a des métiers où vous pouvez aller. Si vous êtes chrétien, vous pensez que vous ne pouvez pas soutenir la probité morale que Dieu nous demande. Il y a d'autres métiers, mais on ne blague pas avec les métiers de la santé. Vous pouvez être mécanicien, vous n'avez pas appris la mécanique, vous tâtonnez, oui, ça va être une voiture. Mais vous ne pouvez pas aller tâtonner sur la vie d'une personne. Donc il y a aussi des chrétiens comme nous qui n'ont pas la compétence, qui ont acheté des diplômes. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'État, c'est vrai,
Mais moi, je suis de l'État. Dans certains domaines, je soutiens l'État. Écoutez, l'État, ce n'est pas une personne. L'État, c'est vous et vous et nous. Donc, chaque fois que nous accusons l'État, mais c'est nous. Moi, je vais vous dire, madame la journaliste, et ça va peut-être étonner plus d'une personne. Dans les établissements hospitaliers, j'ai vu les moyens que l'État met à la disposition des établissements hospitaliers. Je vous le dis. Je vous le confirme sur ce plateau, puisque j'ai été même à des postes de responsabilité de gestion. Je connais les moyens et il fut une période, avant cette crise que nous venons de subir, la santé était une priorité et moi je vous parle, je vous dis que l'État a mis les moyens. Mais le problème c'est qu'est-ce qu'on fait de ces moyens parce qu'on accuse l'État. Bon, je dis que cette émission n'était pas une émission politique. Oui. Donc, au-delà des moyens, au-delà des équipements, au cours de ce plateau spécial, nous voulons en appeler à la conscience des uns et des autres. Et c'est cette conscience-là que nous voulons interpeller ce soir pour dire qu'il y a un problème. Et voilà comment nous pouvons régler ce problème. Et au sortir de cette émission, chacun prendra la partie qui le concerne. Mais la partie la plus simple pour vous et nous, c'est la conscience. Accueillir un malade, aller rapidement vers un malade, apporter le soin à un malade, que vous le connaissiez ou pas, que le malade soit démuni ou pas, que le malade ait de l'argent ou pas. Et puis, arrêtez d'arnaquer les malades. Autres. Vous savez, vous pouvez être chrétien, choisissez un autre endroit. Mais vous ne pouvez pas arnaquer. Vous savez, celui qui vient dans un établissement hospitalier est avant tout une personne diminuée déjà. Une personne qui est malade. Nous, en génie sanitaire, en génie sanitaire, nous avons même appris que la couleur était un facteur d'ambiance. Donc même la couleur dans une salle peut avoir un effet sur la santé d'une personne. À plus forte raison, le sourire. Nous, on a vu, j'étais hospitalisé à l'hôpital des Genettes en France. Mais je savais que les aides-soignantes qui venaient, leur sourire n'était pas naturel. Mais elles l'avaient parce qu'il fallait apporter le sourire. On savait que ce n'était pas naturel. Mais jamais que je n'ai vu une aide-soignante fâchée. Jamais que je n'ai vu, vous savez, les aides-soignantes en France, c'est des gens qui arrivaient même. Nous, on faisait semblant à l'époque, on jouait au faux malade, on ne peut pas bouger. Et les aides-soignantes venaient nous raser et tout. Les aides-soignantes arrivaient jusqu'à ce point. Aujourd'hui, vous faites des selles. C'est vrai, il y a des établissements hospitaliers où les agents sont dans une déontologie et dans l'éthique qu'il faut. Mais si vous n'avez pas un parent et que vous êtes impotent, vous êtes dans une situation où vous devez tout faire. Mais si vous n'avez pas un parent, si vous ne faites pas attention, vous allez souffrir de tout ce qui va sortir de vous. Parce que les gens vont dire Ngandi, les gens ne vont pas venir. Donc, vous savez, si vous n'avez pas un cœur, votre place n'est pas dans un centre de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler en termes de commerce, en termes de ceci, en termes d'argent. Aujourd'hui, même en économie de la santé, l'entreprise est traitée comme l'hôpital est traité comme une entreprise avec les données actuelles. Mais l'humain reste. Regardez quand le SAMU est appelé en France et que le SAMU va prendre un malade. On prend d'abord le malade. Le reste vient après. La prise en charge, la couverture sociale viendra après parce que l'objectif premier, c'est de sauver la personne qui est en face. Et vous avez vu, nous, quand on était en France, on n'avait pas de couverture sociale, mais on profitait de régler nos problèmes de maladie. Quand il y a un ami qui venait passer les vacances, qui venait parler, on dit, écoute, toi, tu as ceci, alors tu tombes. Il tombe, nous, on appelle le SAMU. Alors, on a un cas, alors que c'est un vieux cas. Mais il arrive, on dit, le cas, c'est compliqué. Et voilà, le gars s'est fait opérer tranquillement. Et le dossier est envoyé au social parce qu'il y a des mécanismes qui font que quand une personne n'est pas en mesure de répondre à la prise en charge, il y a des organismes qui le font. Merci beaucoup, Papa Charles. Ce soir, nous voulons nous adresser aux chrétiens, ceux-là qui aiment bien suivre RTA OPH. Ce soir, Papa Charles, le rôle de nous, les chrétiens, par rapport au thème de ce soir. Le rôle est grand, il est important. C'est vrai que, bon, il n'est peut-être pas total. Hein, c'est malgré la bonne volonté du chrétien, ben, s'il n'a pas les équipements qu'il faut, s'il n'a pas les unités de diagnostic qu'il faut, il ne fera absolument rien. Donc là aussi, les chrétiens qui sont décideurs sont aussi concernés par cette émission. J'ai visité des cliniques ici à Pointe-Noire qui sont bien équipées. J'ai visité des centres de santé qui sont bien équipés. Mais je suis allé dans un centre de santé très connu, dont je tais le nom, très connu, très au top. Nous avons fait une mammographie, mais nous avons dû attendre 2 jours pour l'interprétation de cette mammographie parce que le spécialiste n'était pas là. C'est-à-dire la mammographie était faite, mais le spécialiste qui interprète n'était pas là. Donc, malgré les équipements. Et vous avez des urgences chirurgicales qui sont prises en retard parce que vous avez, par exemple, le praticien qui travaille dans tel centre de santé,
mais il a aussi des prestations dans telle clinique et telle clinique. Alors, quand vous vous rendez à cette clinique, au moment où le chirurgien est en train d'opérer dans son centre de santé, vous devez attendre qu'il finisse là-bas dans son centre de santé pour venir prendre en charge votre cas. Parce que souvent, la clinique ne va pas référer, ne va pas vous envoyer ailleurs de peur de perdre. Parce que si vous êtes, par exemple, un patient venant d'une société qui paye bien, entre guillemets, la clinique aura du mal à vous renvoyer quelque part. Donc, il y a des données comme ça. Et au fur et à mesure que l'activité de santé devient, au fur et à mesure que la notion commerciale rentre dans l'activité de santé, eh bien, cela peut avoir aussi des complications. Merci beaucoup, Papa Charles. Nous sommes en direct avec vous. Vous allez donner votre témoignage, comme l'a dit Papa Charles. Et on va continuer aussi avec Papa Charles. Ou alors une proposition, Oui, par rapport au thème. Si vous venez de suggestion. Vous venez de zapper, vous venez de suivre RTA OPH, on parle de la santé avec vous. Et l'émission de ce soir, le numéro est affiché, le 06 474 82 28. Avec Papa Charles, avec vous, on continue de parler. Donc ça veut dire que les auditeurs, les téléspectateurs peuvent appeler. Bien sûr, le numéro est affiché. Là, vous pouvez appeler. Et pour les auditeurs, vous pouvez appeler le numéro. Ceux qui nous suivent à la radio, le numéro, c'est le 06 474 82 28. C'est le seul numéro, n'appelez plus le MTN ou le RTL. Le numéro qui est en direct en ce moment, c'est celui-là. Appelez et on va vous recevoir. On continue aussi. Parle avec Papa Charles. On a dit le rôle de nous, les chrétiens, mais on continue à parler de la santé avec Papa Charles. Déjà, le rôle de l'argent dans la perte des valeurs dans nos centres de santé. Quand on va dans nos centres de santé, on se dit, voilà, il faut déjà avoir un paquet à côté. Il faut déjà avoir, Papa Charles a dit, hein, pour un palou, vous pouvez dépenser 20 000 ou plus. Et Papa Charles, ce soir, la question, on veut savoir, c'est le rôle de l'argent dans la perte des valeurs dans nos centres de santé. Voilà, donc vous avez celui qui veut se faire soigner, qui doit avoir l'argent. Vous avez celui qui vous reçoit pour faire fonctionner son centre de santé. Il faut de l'argent. l'argent. Le personnel, il a besoin de l'argent. Bien qu'il a un salaire. Mais le salaire, il a par rapport à ce que vous payez. Donc, quand vous avez une organisation qui est basée sur ce fait, je vous ai parlé d'une première catégorie de gens qui bénéficient d'une prise en charge. Chez eux, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui n'ont rien, aucune couverture sociale, eh bien, il faut mettre l'argent en avant. Or, vous savez que les dépenses de santé, aujourd'hui, vous allez avoir un mal. Vous allez avoir une complication. Au départ, bon, à la jugeote comme ça, le médecin par expérience peut vous dire vous souffrez de temps. Mais si le médecin veut donner un traitement approprié, vous êtes soumis à une batterie d'actes et d'examens qui peut vous aller parfois, pour certains cas, jusqu'à plus de 100 000 francs. Et donc, c'est là où vous voyez des malades qui passent le temps dans les hôpitaux parce qu'on est encore en train de réunir la somme. Bon alors, l'argent dans la perte des valeurs, écoutez, l'argent est au centre de tout, pas seulement dans le domaine de la santé. Mais le problème, c'est que si les professionnels de santé ne font plus leur travail que pour l'argent, c'est là où ça fausse tout. Alors, c'est là où la visibilité morale va disparaître. Je prends cette expression, la visibilité morale va disparaître au profit du gain. Et quand le gain rentre dans les rapports de santé, c'est ce qui vient compliquer en fait toute la situation. Et vous allez voir que dans certains hôpitaux, un agent de santé va aller prendre son poste de garde, va aller prendre ses fonctions, non pas avec la priorité de porter secours, d'administrer des soins, mais de dire combien je vais gagner la journée d'aujourd'hui. Et quand vous allez avec l'idée de combien je vais gagner la journée d'aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que vous ne ferez plus le travail comme il faut. Vous ne ferez plus le travail en toute objectivité. Vous allez vous mettre à créer des choses qui n'existent pas. À vendre. Vous savez, c'est à vérifier, mais il peut y avoir des unités de diagnostic, des laboratoires et tout, qui rétrocèdent. C'est-à-dire que à la fin du mois, l'unité fait le compte de tout ce qu'on a envoyé comme examen et rétrocède à ceux qui ont envoyé les malades quelque chose. Donc, vous êtes praticien, le malade vient chez vous, vous dites il y a tel examen, mais vous n'allez le faire qu'à tel endroit. Parce que vous êtes sûr qu'à la fin, eh bien, vous serez rémunéré. Bon, si vous le faites en toute objectivité, voilà. Si vous le faites en toute objectivité, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites qu'il faut envoyer tout le monde à ce laboratoire, parce qu'à la fin, vous avez quelque chose que vous gagnez à la fin du mois, c'est là où il y a problème. Mais je conviens aussi, je dis, vous savez, si quelqu'un va faire 7 ans, 8 ans, 10 ans d'études,
s'il ajoute la spécialité, certains arrivent même à 14 ans d'études, c'est pour aussi qu'il gagne bien sa vie. Si le praticien, le médecin veut bien soigner, il faut aussi qu'il soit dans les conditions. Donc, vous voyez, madame la journaliste, c'est un problème qui est global. Si vous avez les agents de santé qui se retrouvent dans leurs conditions de vie matérielle et financière, ils se retrouvent dans leurs conditions de vie matérielle et financière, ils se retrouvent dans les moyens mis à leur disposition pour le travail, les équipements et tout, à partir de ce moment, ça peut être un plus dans la réception et dans la prise en charge des malades. Donc, c'est un tout. C'est pour cela que quand nous parlons là, nous parlons de façon générale, de façon à ce que chacun se retrouve. Vous savez, quelle que soit la bonne volonté d'un agent de santé, s'il n'a pas les moyens qu'il faut, il peut pas et faire son s'il travail. a quitté la maison en laissant les gens affamés et tout, ça peut poser problème. Donc, c'est dans un cadre purement général. C'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer dans les méandres des considérations des programmes d'État, de considération des problèmes matériels, des problèmes financiers, pour ne rester que dans un cadre moral. Je voudrais que les uns et les autres suivent cette émission sur un plan purement moral pour en tirer quelque chose, parce qu'une émission seule comme celle-ci ne peut pas donner des solutions miracles. Nous n'avons pas d'argent pour équiper les hôpitaux des unités de diagnostic, nous n'avons pas d'argent pour équiper les hôpitaux des médicaments de première urgence. Bien que ces choses existent, moi je vous dis, madame la journaliste, j'ai été dans un centre de santé quelque part et j'ai vu que les gens avaient en stock des échographes, des radios qui étaient livrés par l'État, mais qui n'arrivaient pas à mettre en fonctionnement. Pas par la volonté de l'État, mais par la volonté des gens qui sont là. Papa Charles, donc c'est pour cela que j'irai toujours, chaque fois qu'on parlera de l'État, je ne veux peut-être pas être le défenseur de l'État, mais je serai le défenseur de l'État pour dire parce que vous avez des que preuves. voilà, il arrive des moments où l'État, pas des moments, l'État a fait des efforts. Il y a eu, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, je me rappelle, il y a eu des efforts. Mais c'est l'homme qui est toujours au centre de tout. Vous pouvez tout faire, ça dépend. Je vous ai pris l'exemple d'un centre que je connais qui a des automates d'hématologie de labo dans le dépôt, des échographes dans le dépôt, qui a, comment dirais-je, même une unité de néonatologie dans le dépôt. Qui va se gaspiller peut-être. Ou qui va peut-être disparaître. Alors que c'est l'État qui a acheté pour le traitement des uns et des autres. Peut-être que les auditeurs n'ont pas, et les téléspectateurs, peut-être qu'il faudrait leur dire que les appels sont désormais ouverts. Hein, parce que c'est une participation. Nous voulons recueillir aussi, c'est bien pour notre association, parce que vous savez, nous avons fait beaucoup de restitutions à Sueco, nous avons fait des restitutions à Cotonou, sur les études que nous avons eu à mener. Nous avons par exemple mené une étude sur les moyens mis à la disposition des centres de santé. Et nous avons, dans cette étude, nous avons énoncé un certain nombre de propositions par rapport à la façon de faire des agents, des décideurs et tout. Donc, ce n'est pas un sujet que nous évoquons pour la première fois. Nous sommes pleinement dans ce sujet-là. Voilà. Le plateau spécial, bien aimé dans le Seigneur, Peuple de Pointe-Noire, vous suivez ce direct ce soir. Le plateau spécial, j'allais dire à 20h passé de 58 minutes, avec Papa Charles. On revient sur les agents de santé. On a parlé des agents de santé, on a parlé des endroits où nous, on part souvent pour nous faire soigner. Papa Charles, est-ce que ces agents-là, ceux qui nous reçoivent dans les centres de santé, bénéficient-ils actuellement, réellement, j'allais dire, d'une formation adaptée? Bon, je ne suis pas dans ces écoles, dans les écoles qui forment les agents de santé. Donc, c'est difficile que je vous donne une réponse quant à la pertinence. Je vais y arriver. Oui. Quant à la pertinence de la formation qui est donnée à ces agents. Mais c'est peut-être sur le terrain qu'on remarque des insuffisances. Vous savez, j'ai posé la question à une infirmière diplômée d'État qui sortait d'une école quelque part. J'ai dit, vous connaissez monsieur X? Et il m'a dit, oui. J'ai dit, il est votre DE là-bas. Il dit, non, 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 il n'est pas notre DE, il est notre directeur des études. Donc, vous voyez, bon. C'est la même chose. Et vous voyez, quand vous voyez les observations dans les carnets, vous voyez l'écriture, vous voyez les fautes de style, même les fautes de forme seulement. Cela peut vous pousser à croire que ces gens-là n'ont pas reçu la formation qu'il faut. Mais entre-temps, ils ont un diplôme qui est vraiment certifié et tout. Mais même dans le langage, quand vous échangez avec ces gens, vous savez que même la maîtrise de la langue passe difficilement. À partir de ce moment, s'il faut faire une observation, ça pose problème. Moi, je me souviens de ces médecins-là qui étaient formés par l'INSA à l'époque.
et qui étaient pratiquement des omnipraticiens qu'on affectait à Komono, à Chikapika, un peu par-ci par-là. Et c'est des gens qui étaient capables de faire un certain nombre de choses parce que très souvent, le centre hospitalier, le centre de santé le plus important était à des centaines et des centaines de kilomètres. Et donc, lui étant là, et c'est des gens qui aujourd'hui, nous avons des doyens aujourd'hui, qui sont issus de cette formation-là et qui sont arrivés avec la morale consciente pour faire le travail, pour répondre au serment d'Hippocrate, pour eux qui sont les médecins. Et nous avons vu, moi je suis arrivé, j'ai mis mes pieds pour la première fois dans un centre de santé au Congo en 1988. Et aujourd'hui, il y a des doyens, certains sont allés à la retraite. Nous avons pleuré notre psychiatre, le médecin colonel Misonta dernièrement. Et je l'ai trouvé, je crois, capitaine ou commandant, je ne me rappelle plus. Et nous avons vu ses grands frères, nous avons vu ses papas travailler à l'époque. Les docteurs Kouka, ils sont nombreux. Et on a été, nous aussi, à un moment donné, nous étions dans les écoles de santé, mais nous n'avons pas fait la médecine. Et en voyant ces grands-là travailler, nous nous sommes dit, mais pourquoi nous n'avons pas fait la médecine? Parce qu'ils avaient un respect de cette chose-là. Ils avaient vraiment un respect aussi du patient. Ils avaient une autre façon de voir. Bon, aujourd'hui, il y a peut-être aussi la mondialisation, il y a peut-être aussi la jeunesse. Hein. Et quand les gens arrivent, bon, ils veulent avoir tout de suite. Il faut avoir une voiture tout de suite, il faut avoir une maison tout de suite. Peut-être, je ne sais pas, je n'induis rien. Mais cela, cette quête du matériel, cette quête des finances à la va-vite, peut être peut-être aussi une occasion d'eux. Mais il faut reconnaître que, et je reviens, je dis, quelqu'un qui a fait des années d'études, 10 ans, 14 ans d'études, bon, il faut quand même qu'il soit aussi dans un cadre de vie qui est bon. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, pourquoi aller faire toutes ces années d'études? Bien, c'est une préoccupation. Pour tous ceux-là qui ont fait de longues années d'études, c'est tout à fait normal. Voilà. Merci beaucoup, Papa Charles. 21h passées de 2 minutes. Nous sommes en direct ce soir de ce plateau spécial. Allô, nous allons prendre un appel. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Je suis monsieur Cédric Ouassa. Monsieur Cédric Ouassa, vous nous appelez ce soir par rapport à ce plateau spécial. Quelle est votre contribution? Voilà, je voudrais poser une question à Papa Charles. Allez-y, il vous écoute. C'est par rapport au centre qui a du matériel, mais les agents ne peuvent pas fonctionner avec le matériel. Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce que quand on a déposé le matériel au centre, est-ce qu'on a eu une formation? Est-ce qu'on a formé ces agents-là? Pour utiliser ces matériels. Voilà. Oui. Belle préoccupation, monsieur Ouassa. Vous savez, aujourd'hui, vous avez vu que le gouvernement a entrepris dans une politique, le gouvernement a compris cette exigence, raison pour laquelle vous avez vu beaucoup d'enfants qui sont allés à Cuba pour apprendre, et la politique des hôpitaux généraux dans les départements. Parce qu'on peut avoir des hôpitaux, mais il faut avoir les personnes qui les animent. Donc moi, c'est comme ça que j'ai compris le sens de cet envoi des étudiants à Cuba. Vous avez raison. Je connais un centre de santé où il avait été installé un scanner. Mais il n'y avait aucun radiologue. Vous savez, aujourd'hui, nous avons remarqué aussi que beaucoup de praticiens, par rapport à la situation matérielle, la situation économique sur place, préfèrent aller dans d'autres pays. Vous allez retrouver en France beaucoup de médecins congolais qui sont installés en France et de différentes spécialités. Moi, je connais des professeurs agrégés en réanimation, en anesthésie-réanimation, congolais qui sont en France. Donc, du coup, tous ceux qui viennent après, déçus peut-être des réalités sur place, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font à l'étranger. Donc, aujourd'hui, l'État peut avoir cette force d'installer un scanner, l'État ou ses partenaires, parce que l'hôpital dont je vous parle, c'est un partenaire de l'État qui avait trouvé qu'il fallait mettre un scanner. Et voilà, peut-être prenez d'abord un appel pour qu'on revienne sur la... Allô? Allô, vous êtes en direct de RTA OPH. Voilà, donc je suis en train de dire, il peut arriver. Vous avez des centres de santé qui ont des échographes, mais il n'y a pas des échographistes. Donc il faut attendre un partenariat conclu avec un qui est dans un autre centre. Donc ça dépend de la disponibilité de cette personne. Et vous voyez, M. Cédric Ouassa, en matière de santé, ça évolue au fur et à mesure. La technologie évolue, les méthodes aussi évoluent. Et vous pouvez avoir aujourd'hui un anesthésiste, un infirmier anesthésiste qui a appris avec la vieille méthode, avec du vieux matériel. Vous avez du nouveau matériel qui est arrivé, mais il n'a pas été formé à l'utilisation de ce matériel. Donc, c'est ce que je tente de vous dire, c'est un tout. Donc, merci pour votre contribution. C'est ce genre d'observation, de remarque,
que nous échangeons, je vous ai dit que cette émission, ce plateau spécial plutôt, j'allais dire, était sur un plan purement moral. On revient avec vous demander que dire de l'éthique et de la formation dans nos établissements de santé. Madame la journaliste, s'il y a un milieu où il faut mettre en pratique l'amour que Dieu nous demande, c'est le centre de santé. Là où la santé des gens est concernée, il vous faut ce minimum de compassion. Vous savez, on parle souvent de sacrifice, de se sacrifier, de se donner pour... Eh bien, moi, j'ai vu des agents de santé Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur, vous nous appelez de quel quartier? Comment est-ce qu'on vous appelle? J'appelle du quartier de la raffinerie, là je suis monsieur Tikaya. Merci beaucoup monsieur, depuis la raffinerie. Quelle est votre contribution par rapport à ce plateau spécial? Oui, ma contribution est telle que je vous suis attentivement par rapport à ce que papa Charles vient de dire. La fois dernière, il avait pris un enfant accidenté sur la route. Il l'amène à l'hôpital. Et vu la réception qui était, je dirais, médiocre, n'était pas bien, alors moi j'aimerais que papa Charles puisse dénoncer ces centres. Parce que, vous souvenez-vous, hein, quand papa Charles arrive, on trouve quoi? C'est un employé. Donc le chef de centre n'est pas là. Donc il faut nécessairement dénoncer ces centres-là pour qu'il ait de l'ordre. Parce que quand il fait ça, le chef n'est pas là. Donc le chef n'est pas au courant de ce qui se passe. Il faut dénoncer ces centres, madame. Allô? Oui, oui, tout à fait, nous vous suivons. Oui, je veux dire, il faut bien qu'on dénonce ces centres-là de façon à ce que l'ordre soit établi. Parce que quand on amène un patient, le chef de centre n'est pas là, ça veut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe après lui. Donc il faut les dénoncer pour que, justement, que le chef de centre soit au courant et qu'il mette de l'ordre. Donc moi je veux dire que papa Charles dénonce les centres qui reçoivent mal les patients. Voilà ma conclusion, madame. Grand merci depuis la raffinerie en direct ce soir pour ce plateau spécial. On va continuer à prendre vos appels. Papa Charles, oui, par rapport à ce que le monsieur veut nous dire. Oui, il a tout à fait raison. Mais comme je l'ai dit, hein, tantôt, nous restons dans un cadre purement général. Il a raison. Vous savez, ceux qui créent des centres de santé, prenons cet appel, peut-être qu'on va répondre à la fois. Allô? On va revenir tout à l'heure. Allô? Donc, vous voyez, il a tout à fait raison. Je vois mal quelqu'un qui crée un centre de santé ou qui assure la promotion d'un centre de santé souhaiter que les gens soient mal reçus. Il a tout à fait raison. Le comportement désinvolte des agents n'est souvent pas la volonté des décideurs. Et il y a même des grands centres de santé. Un appel, madame, s'il vous plaît. Allô? En tout cas, vous êtes en direct ce soir. Continuez à appeler. Il y a beaucoup d'appels qui arrivent. Aucun problème de l'organisation des urgences des appels. On va continuer à vous reprendre. Donc, oui, moi je connais des centres de santé même de l'État où des décideurs, les dirigeants ont pris des décisions sévères par rapport à certaines situations. Exact, oui. Vous savez, les gens vont accuser le tissu économique qui conduit les uns des autres à tel. Mais moi je connais des centres ici où les promoteurs, les directeurs, les gérants font un effort de mettre les gens dans les conditions. Mais comme l'homme cherche toujours plus, voilà ce qui arrive. Je crois que je n'ai pas besoin de dénoncer le centre. Beaucoup des auditeurs, de téléspectateurs se reconnaissent dans ce genre de choses. Ça, c'est un accidenté, mais je vous dis, le cas de cet enfant qui avait été pris par un train à Tiétié est connu de tout le monde. Vous connaissez ce cas-là dans le Zolo. Et vous savez qu'on était tous nombreux dans ce centre de santé à attendre. Papa Charles, ce soir, en parlant des endroits où nous, les malades, les patients, on part, que dire de la déontologie et de l'équipement? On reçoit d'abord cet appel. Allô? Bonsoir, madame, la journaliste. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Bonsoir également, papa Charles. Bonsoir, merci. Chef de Balouane de Pétrage. Oui. Alors, je viens participer à l'émission pour une préoccupation. Oui. Elle a parlé de pharmacie sous la blouse. Oui. Pharmacie. On a remarqué que dans nos hôpitaux, il y a des infirmières qui ne sont pas des pharmaciennes, mais qui aussi vendent des médicaments dans les hôpitaux. Et il se trouve que quand vous n'avez pas acheté les médicaments chez ces infirmières, bien alors, vous n'êtes pas traité comme il se doit. Parce qu'après, ça fait conflit entre le traitant et le traité. Alors, qu'est-ce qu'on dit de ce genre de phénomène? Il y a ça, il y a aussi la fuite des cerveaux. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des
des gens qui sont là, des compétents qui ne sont pas utilisés et qui finalement finissent par décaler pour aller ailleurs, pour aller servir ailleurs, alors que c'est des gens qui ont été envoyés en études par l'État congolais et qui ne peuvent pas servir le pays parce qu'ils ne sont pas utilisés et du coup, il y a ce qu'on appelle la fuite de cerveau. Alors il y a ces deux préoccupations en fait, quelle thérapie il faut pour tout ça, Papa Charles. Oui. Merci beaucoup, oui, Papa avec votre permission, madame la journaliste. Oui, vous avez parlé des médicaments de la rue. Vous savez, même pour ceux d'entre nous qui sont affiliés à des compagnies d'assurance maladie, vous savez, parfois, ils ne trouvent pas le médicament sur place. Ouais. Quand on leur donne l'ordonnance, ils sont obligés d'aller dans les pharmacies qui sont agréées. On va prendre un autre appel. Allô? Donc, ils vont dans des pharmacies agréées pendant que l'urgence se présente. Vous savez, donc, c'est tout le monde, il y a une défaillance quelque part. Bon, le médicament, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire, mon cher ami? Quand vous avez quelqu'un qui arrive à l'hôpital avec 20 000 francs, qu'il a payé la consultation, il a payé les examens, et qu'il lui reste 6 000 francs, et vous lui donnez une ordonnance de 18 000, la personne va coopérer. C'est-à-dire qu'aller voir où est-ce qu'elle peut trouver. D'autant plus que je connais un centre de santé. Un appel, madame, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, s'il vous plaît? Je m'appelle Jean Fidèle. Monsieur Jean Fidèle, vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis au centre-ville en plein service. Au centre-ville, merci beaucoup, monsieur Jean Fidèle. Quelle est votre contribution ce soir par rapport à ce plateau spécial? Par rapport au plateau, je voulais poser une question à Papa Charles qui est sur le plateau. Allez-y. La question est celle-ci. Quelles sont les mesures prises par les responsables des hôpitaux et cliniques vis-à-vis du personnel infirmier ou médecin qui nécessite de l'argent pour recevoir un malade avant de le traiter? Oui. Merci, c'est votre préoccupation. Bon, quelles sont les mesures prises par les responsables? Bon, n'étant pas à la tête des centres de santé, je ne peux pas vous dire, mais vous avez raison de me poser une question parce que nous sommes une ONG qui évolue dans ce sens. Et je m'en vais vous dire que je connais le directeur d'un centre de santé, dans lequel j'ai travaillé d'ailleurs, qui n'hésitait pas à mettre à la porte tous les agents qui étaient surpris dans l'indélicatesse, dans les délits de corruption et autres. Il les mettait à la porte. Et cela avait contribué à mettre de la discipline. Alors, je m'en vais vous dire ceci aussi. Il y a un phénomène dans les établissements publics, c'est lequel? Nous avons des gens qui quittent des établissements de formation, qui viennent dans un premier temps pour solliciter des stages au niveau des centres de santé. Et comme les centres de santé ont des insuffisances sur le plan des ressources humaines, sur le plan des personnels, ces gens qui viennent pour les stages, ça il s'agit surtout des établissements publics, les gens qui viennent pour les stages contribuent donc à couvrir un peu les trous par-ci par-là. Et ces gens finissent par aller de stage à des situations qui perdurent et des situations qui ne sont pas clarifiées. Et vous avez des gens qu'on appelle les bénévoles, qui sont sur le terrain, qui ne sont pas payés, qui travaillent, qui viennent dans les gardes, qui payent le déplacement. C'est des gens qui veulent vendre sur place. Qui sont venus pour apprendre, pour se perfectionner. Mais au bout d'un moment, certains subissent même l'influence des titulaires qu'ils remplacent de temps en temps. Alors, il peut se créer des moyens pour ces gens-là de se créer de la ressource et qu'ils trouvent peut-être comme étant une ressource normale parce que ça leur permet de se déplacer et peut-être même ils trouvent qu'ils sont utilisés mais ils ne sont pas payés. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il faut faire, Papa Charles? Quelle est il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Vous savez, moi je viens de vivre un cas dans un établissement de santé dans lequel j'ai une petite influence où vous avez quelqu'un qui vient avec une prise en charge d'une société. Il arrive, on lui fait une prescription. Il s'entend avec l'infirmier pour que la prescription soit changée, soit modifiée. Parce qu'il a pris de l'argent pour donner des médicaments à quelqu'un qui est à la cité. Mais quand je suis arrivé devant ce cas, pourtant, cette personne est l'un de mes meilleurs agents, mais je l'ai mis à la porte. Je l'ai mis à la porte simplement parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Ah, Papa Charles, on va continuer à parler avec vous. Allô? Alors, bonjour, bonsoir maman. Bonsoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle Milandou. Monsieur Milandou, quelle est votre contribution ce soir par rapport à ce plateau spécial? Ok, Yaya, Loba, Togoyo, Kayola, Lingala. Moni ba médecin bazo sala na ba l'hôpital wana.
on dirait dans la médecine moko bazaka complicité na bato oyo baza na ba oyo bateka bakisi wana okende na l'hôtel boye oza na mbongo moke areba wela nani moto ya maladi abika bango bazokoexige yo bambongo na bango ebelebele wana alo na vi ya motu moto basalaka ndenge ate yo place wana tuka l'état congolais faut encourager bamédecin tout na bato ya polyclinique oyo bazosala na gouvernement ya kongo awa po vi ya motu yango mpe etali epa nzambe. Tu as compris, non? Merci beaucoup. Donc, il faut qu'on pèse à bango, moi, attention, mouké. Au retour d'un bon, ok, dans l'hôpital, kuna, une infirmière à Zawana, moi, il traité ça, ça, le lundi, on coûte une raté. Et ça, c'est normal, ça. C'est pas normal. C'est important, l'accueil, le sourire. Le sourire ne coûte rien. Et ce problème de médicaments, nous avons eu une situation dans un centre de santé, dont je tais le nom, où les agents de santé récupéraient les surplus de médicaments chez les malades, par-ci, par-là. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Ouais, c'est Ulrich depuis le centre-ville. Monsieur Ulrich depuis le centre-ville, quelle est votre contribution ce soir? C'est que c'est ma question à Papa Charles. Allez-y. Je vais poser ma question à Papa Charles. La question est que Papa Charles, pour aujourd'hui, en fait, je prends d'abord mon cas. Une fois, je me suis rendu dans le zone de Péto. Hein? J'avais entendu. Quand j'ai arrêté, il fallait qu'on puisse me mettre le piqûre. Je puisse me faire appliquer. Mais à la fin, c'est un collègue, puisque le premier qui était passé, il faisait hurler dans la salle. Maintenant, c'est le collègue qui m'appelle, il me demande de changer la salle. À la fin, quand je lui demande de faire un signe que c'était qu'un stagiaire, il s'est dit qu'il nous faisait piquer, c'était un stagiaire. Okay, donc le phénomène des stagiaires, il y a pile ou face. Oui. Hein, il y a des stagiaires, faut savoir aussi le stagiaire vient d'où. Mais je crois que certains établissements propres et bien qui reçoivent des stagiaires vérifient d'abord. Il y a un directeur qui est en train de faire un grand travail dans son centre de santé qui a demandé l'authentification des diplômes de tous les stagiaires qu'il y a dans son établissement. Et il a élargi le phénomène même au personnel titulaire. Et je soutiens, je tais son nom, mais je soutiens ce directeur qui est arrivé nouvellement. Et il arrive, il dit, il veut avoir la situation réelle des personnels qui sont placés sous son autorité, notamment des personnels d'exécution, soignants, de maîtrise et tout, au niveau de son établissement hospitalier. Ça, c'est des bonnes choses parce que moi, j'ai vu, j'ai tenté de regarder, il y avait un contrôle, donc il fallait que je regarde certains diplômes, et je vois 3 diplômes qui portaient le même numéro, la même date. Et je me suis rendu compte que les gens mettaient le blanc, remplacé par le nom d'une personne, et faisaient la photocopie, vous voyez? On va prendre cet appel. Allô? Allô? On revient, donc, vous rappelez, ils ont fait la photocopie à la radio, le numéro, le et à 06. partir de ce moment, le numéro, je crois qu'au niveau du ministère de la fonction publique et du ministère de la santé, quand il a fallu titulariser des agents de santé, les gens sont repartis même à la source du diplôme pour savoir si le diplôme était réel ou pas. 06 474 82 28. Allô? Allô, bonsoir maman. Bonsoir maman. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Natacha, je suis au café Paka. Ok. Quelle est votre contribution ce soir, maman, par rapport à ce plateau spécial? Vraiment, maman, contribution à moi, je vais utiliser un peu on a accompagné moi dans l'hôpital, à l'accouchement. Mais maman, c'est là, on a fait ça, le bloc d'accouchement pour nous. Ok, mais que zone se fait à l'hôpital, mais zone maman, c'est bon, oui. Mais bon, pour moi, il y a déjà presque la bout de la porte de deux passera depuis notre taxi. C'est un peu 2 heures. Il faut que la femme bien fondue, la moustiquaire bien équipée, on est là, ça va chanter. J'étais à stocker. Amé Vumbuka. Il fallait que ça ne pas gagner la bête. Et puis, il y a des gens qui veulent que la mousse, la bouteille, la poste de deux pas tout cas. Moi, il y a rien. La finga. Ici, c'est ça dans ici. Hein? Ok, là, c'est bon, nous avons dit que nous avons pas la moune. Maman,
n'importe quoi. Aucun amour boutin entrer à l'hôpital. Un monté dans la bloc d'accouchement. Moi, je suis frappé avec pas fort. On a tout ça parce qu'il y a un petit moment à ma partie. C'est important. Vous voyez, ça revient à l'organisation des secours. Vous voyez, il faudrait qu'un jour, qu'on réfléchisse, peut-être pas avec les moyens que les gens en France et tout, mais avec des moyens à nous, qu'on réfléchisse sur des systèmes adaptés où on va transporter le malade, où on va le recevoir aussi dans les conditions qu'il faut. Vous savez... Oui, allô? Oui. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle frère Cédric Ngoma. Oui, allez-y. Je suis à Mboka Carlos. Je voulais justement poser la question à Papa Charles. Bon, je vais parler en mon voix, non? Allez-y, allez-y. Bon, vous voyez, si vous êtes à l'hôpital, vous à l'hôpital, bon, maintenant, les médecins sont là pour nous rôle qui a travers la maladie qui nous a dans le toilette, il y a donc, vous avez un bongo, il y a un kaka, il y a un poche. Il y a un manganga, il y a un manganga, il y a un donc comment vous tirez là parce que plutôt et il y a les dents parce que bas mais c'est il va mettre fort bas tu veux comment ça parce que tu vas comment ça contre bas où la bantu il y a place n'est pas la morgue donc question me va merci beaucoup. Voilà, il y a une différence. Vous savez, une clinique, c'est un milieu réduit. Oui. Les hôpitaux publics, c'est des milieux, des grands milieux, oui, avec beaucoup de personnel. Donc, en fait, on ne peut pas vivre les mêmes problèmes, c'est vrai. Quand vous arrivez dans une clinique, tout de suite, on vous voit, on vous prend en charge. Et dans un hôpital public, il rentre beaucoup de gens. Et donc, c'est sûr que le problème concerne tous les établissements. Tous les établissements, c'est un problème qui est général. Et il est beaucoup plus visible au niveau des établissements publics à cause du nombre, à cause du fait que un patron d'une clinique peut circuler dans une clinique plusieurs fois dans la journée, ce qui n'est pas le cas pour le patron d'un établissement public. Oui. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre contribution ce soir? Vous êtes en direct de RTA OPH. Oui. Musulmane. Ok. D'accord, maman. Vraiment, il y a mes salmons qui ont papa ensemble vraiment à l'hôpital. Vraiment, je merci à aider la population parce qu'il y a des pattes dans le Congo. Juste la Congolais, mais pas de fait d'attala na pona ba l'hôpital. Il y a des pattes. Vraiment, merci beaucoup, maman, depuis Luanchili. Grand merci, Papa Charles. Nous voulons demander ce soir, Papa Charles, parlez-nous des erreurs médicales et des voies par rapport pour revenir aux établissements publics, vous savez, je ne pense pas qu'il y ait un établissement qui réponde à l'organisation normale d'un établissement de santé. Parce que dans un établissement de santé, il y a des mécanismes de contrepoids. Il y a des comités d'hygiène, il y a des comités de ceci. Quand ils sont mis en place, eh bien, tout de suite, on sent qu'il y a tel événement de tel côté. Aujourd'hui aussi, il faut voir la carrière des uns et des autres. Moi, je vous dis, madame la journaliste, si je suis nommé dans un hôpital et que je n'ai pas la compétence qu'il faut, je ne prendrai pas ces fonctions. Parce que l'honnêteté personnelle recommande au moins que quand on arrive dans un milieu, qu'on sache comment ce milieu fonctionne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Papa Charles, en fait, question quelques. Peut-être que tu as là dans film. La poutre aussi monte une fois. Salle ya Gaillard, la foule. Peut-être, il y a comment si monte une fois direct, va y l'os mis la vache à quasi. C'est-à-dire, il va y avoir fongol pour que va, jure et enterrement, là, va y avoir fongol, va y parfois na manzanga, na misu. Parfois, qui faut que vous t'aimez quand on va bouger yand, oh, faut bouger salama, mais ça fait que, nous quoi peine de tanga. Nous besoin, bah, il y a mindeli, il peut me tukatika kuna. Mais n'a pas besoin que ça, on ensemble dans la Tibet. Mais ça mérite que ça n'a rien à faire, que kuna. Bien sûr, je suis d'accord.
Je suis d'accord. J'ai fait un module, dans ma formation, j'ai fait un module de gestion de restes mortels à l'Institut médico-légal à Austerlitz à Paris. Et j'ai dirigé pendant 2 ans la morgue de l'hôpital à Brazzaville. Eh bien, vous savez, il y a souvent une confusion. Il y a le constat du décès et la déclaration du décès. Et il y a un temps minimum qui est exigé quand vous constatez le décès, quand vous le déclarez. Pour amener, il y a un temps minimum qui est exigé. Et ce temps, les médecins savent que ce temps n'est pas exprès. Ils répondent à l'irréversibilité du retour en fonctionnement du cœur. Au bout d'un certain nombre de minutes, le cœur ne peut plus fonctionner. Donc, quand bien même il y a le constat de décès, eh bien, quand vous voyez ce que vous voyez dans les films, c'est qu'on laisse ce temps-là. Et quand ce temps passe, généralement, c'est 1 heure. Et 55 minutes, 1 heure. Et c'est à partir de ce moment qu'on déclare, qu'on amène maintenant le décès au niveau de la morgue. Et même au niveau de la morgue, mis à part des décès, des accidentés, des corps qui ne sont pas dans les conditions qu'il faut, il y a un temps aussi avant de mettre le corps dans le casier. Voilà la réponse que je peux vous donner. Allô? On va prendre un autre appel. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct de RTA au PH. Je m'appelle Maman Jeanne. Maman Jeanne, allez-y. Quelle est votre contribution? Je suis au quartier Mawaka. Oui. Vraiment, à l'hôpital, avec les abouillés, on est désolé. Parce que j'ai vécu un cas où na kati ya crise ya GI. Est-ce que na kuma médecin que na kukatula ka musique na kubataka. Yani kwa sababu era muna gabu na banisa hiyo kwa sababu na kubataka be. Pendant que moi na kana kunda kule kwa toto. Il n'a même pas touché à l'enfant. On était obligé d'infirmer, d'infirmer de la nakena kutalaka ka beto. Obligé de baka moi na ina beto na tena l'hôpital ya kaka. Ya privé ni côté ni na ba kuza ka sala moi na opération. Est-ce que parce que peut-être que servant na kusozo ba zone ya banque. Il vient na kufwa ba banque. Voilà, il y a des médecins qui ont la bonne volonté, mais qui sont prisonniers de ce qu'ils ont comme moyens, de ce qu'ils ont comme organisation, de ce qu'ils ont comme temps. Moi, je connais madame, j'ai travaillé, mon salle dans les hôpitaux, Mouzaba, médecin qui est vraiment dans cette oxydise ma bande. Mais parfois, il y a le médecin qui pense qu'elle nous a levé malade, mais parfois, il y a le médecin qui est depuis ma zone. Et médecin qui peut être de façon moutou, à un moment il est fatigué. Mais je suis d'accord avec vous. Nous aussi, nous peut-être faute à médecin, mais il y a que faute à organisation. Il faut une organisation. Kouzab qui a un service de urgence. Il y a des urgences obstétricales, il y a des urgences chirurgicales, et il y a des urgences pédiatriques et tout. Quand vous arrivez dans les hôpitaux, normalement dans un hôpital qui s'appelle un hôpital, vous allez trouver un pédiatre de garde, vous allez trouver un radiologue de garde, vous allez trouver un chirurgien de garde, vous allez trouver un cardiologue de garde. Il y a même, j'étais à l'hôpital Bégin à Paris, il y avait même des dermatos de garde. C'est-à-dire que chaque service hospitalier qui est là a un médecin approprié de garde. Ça, c'est un hôpital. Parce que beaucoup aussi, on se met le nom d'hôpital, alors que dans la réalité, on n'est pas hôpital. Un hôpital répond à un organigramme, répond à un fonctionnement, répond à certaines réalités. Mais quand vous avez des gens, parce qu'ils ont appris, ils sont médecins, et parce qu'il y a les gens qui les dirigent, qui se retrouvent dans des bâtiments, qui ont des lits, qui ont des stéthoscopes, qui ont des blocs opératoires, et ça s'appelle hôpital, sans pour autant qu'on fasse fonctionner ça comme un hôpital. Mais c'est normal qu'on arrive à ce genre de choses. Donc, nous, on parlait de... Oui. Allô? Allô? Allô, vous êtes en direct ce soir. Oui, bonsoir, je m'appelle M. Ngamou. Oui, monsieur. J'ai une question pour Papa Charles. Allez-y. Je voulais poser une question par rapport à nos hôpitaux. Récemment, je viens de perdre ma soeur. Je me pose la question. Au Congo, si quelqu'un rentre dans l'état de, je sais pas, coma, n'en sort plus. Pourquoi? Vous êtes touché moralement parce que vous avez perdu une personne. Mais je vous dis, seul le médecin a l'expertise de la raison exacte du décès de cette personne. Quand vous parlez que quand une personne est dans le coma, vous savez, les médecins vont vous donner déjà la véritable signification du coma. Donc, vous savez même, vous avez parlé des erreurs médicales tout à l'heure. Même, vous savez, dans le cas des erreurs médicales, prouver une erreur médicale est difficile. Parce qu'il s'agit là d'un domaine délicat. Vous savez, le coma, prenez en compte ce que nous avons dit depuis le début de cette émission. Il y a des comas, il y a des situations de ce genre qui seraient évitées si on prenait en charge le malade depuis là où le malade tombe, depuis là où le cas arrive. On conditionne le malade et ça donne beaucoup plus d'avantages. Ça donne un peu d'espoir, un peu plus d'espoir. Donc on peut éviter certaines
complications. Je vous ai démontré au début de cette émission que certaines complications sont dues simplement parfois même par le transport. Vous avez vu quelqu'un vous avez mis dans le taxi, vous ne savez pas ce qui se passe dans son organisme. En le mettant dans le taxi dans une position donnée, vous avez peut-être amplifié une personne qui avait de la peine à respirer, une personne qui avait des problèmes au niveau des voies respiratoires. Bon, la façon de transporter cette personne, vous avez contribué encore à étouffer cette personne. Je vois souvent quand quelqu'un tombe, même en pleine prière, même au stade et tout de suite, il est entouré par un certain nombre de gens. Chacun essaie de faire ce qu'il veut. Ben tous les almaza, ben poupa, ben katou lele, ben katou ceinture. Mais tous ceux qui disent ça, ils ne sont pas compétents. Donc c'est pour ça que je dis il faut qu'on réfléchisse sur l'organisation de la prise en charge du secours. Allô? Bonjour. Bonsoir. Vous nous appelez de quel quartier? Vous êtes en direct ce soir. Je vous appelle de quartier Nawada. Ok. Quelle est votre contribution? J'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui justifie un taux de mortalité très élevé dans un pays comme le Congo? Nos hôpitaux ont beaucoup de médecins spécialistes et ont beaucoup de personnes qui ont étudié, mais malheureusement, les soins appropriés ne vont pas avec. Et vous allez voir que l'argent est en premier lieu, mais malheureusement, le malade est en second lieu. Mais malheureusement, dans des pays développés, nous ne constatons pas cela. Je vous donne un exemple comme dans un département de la France, un petit département, le taux de mortalité est faible que dans une grande ville comme le Congo. Donc nous aimerions savoir qu'est-ce qui justifie cela et quelles sont les mesures d'accompagnement par rapport à ces graves choses qui surviennent. Okay. Merci beaucoup, Papa Charles, à répondre. Vous savez, vous posez un problème qui est juste. Prenez 2 jours, remplacez toute la population congolaise par une population de Blancs qui viennent, par exemple, de Bordeaux, ou enfin de la région Rhône-Alpes. Vous les remplacez. Le 3e jour, vous aurez un taux de mortalité élevé. Pourquoi? Nous avons d'abord un problème d'environnement. Vous savez, avant d'arriver dans les hôpitaux, avant de tomber malade, ou pour éviter de tomber malade, il y a d'abord la prévention. Écoutez, Madame la journaliste, il n'y a que nous les Noirs qui pouvons vivre à côté des poubelles, qui pouvons vivre à côté des toilettes qui débordent. Aujourd'hui, il y a la pluie. Avec la pluie, il y a des toilettes qui débordent. Donc, il y a un environnement qui est compliqué. Qu'est-ce qui nous rend malades la plupart du temps? C'est l'environnement. Regardez, l'alimentation. Il y a un phénomène en alimentation qu'on appelle, c'est-à-dire quand vous avez du congelé, du surgelé, vous ne devez plus congeler et surgeler. C'est la cause, on appelle ça le respect de la chaîne de froid. Oh, oui. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je reviens toujours sur le frère, ce monsieur Ngoma Lubota François, et puis Mbota Carlos. Oui. Je reviens toujours par rapport à la question que j'ai posée, la première question. Nous, on regarde à la télévision ce qui se passe en France. En France, quand tu tombes malade, il y a des secours qui viennent te prendre à la maison, qui t'amènent à l'hôpital. On te soigne d'abord sans argent. Mais pourquoi pas on peut se faire chez nous ici au Congo aussi? Hein? C'est ça la question que je veux poser moi à Papa Charles. Voilà, c'est le but de cette émission, papa, pour que nous tous nous puissions nous entendre sur ça. C'est important ce que vous dites, papa. C'est très, très, très important qu'on arrive à organiser la prise en charge de secours. Vous avez tout à fait raison, c'est le but même de cette émission. J'en ai parlé au début de cette émission. Voilà. Merci, 21h passées de 40 minutes. Voilà, très chers frères et sœurs en Christ, dans tout Pointe-Noire, ce soir, vous nous avez suivis. Vous avez voulu participer à ce plateau spécial. L'organisation et la prise en charge des urgences médico-surgicales. On a voulu parler avec Papa Charles par rapport à son expérience, parce qu'il est aussi le chef d'un ONG du côté de Ngoyo, Espace Solidarité Santé. On a voulu partager avec vous ce soir, toujours dans le cadre de nous les enfants de Dieu, de nous les Congolais, de nous les frères et sœurs, comment est-ce qu'il faut faire pour recevoir l'autre, pour respecter l'autre, pour aussi à nous qui venons, que nous apportons pas des problèmes, et eux aussi qui nous reçoivent, que nous ajoutent plus de problèmes, que chacun ait une solution par rapport à tout ce que nous avons. Papa Charles, voilà, nous arrivons à la fin de ce plateau spécial. Un mot par rapport à tous les frères et sœurs vraiment qui sont scotchés, qui aiment bien ces RTA, OPH, un mot par rapport à ce plateau spécial. Voilà, donc le chrétien, à mon avis, doit vivre l'objectivité de la société. Et la morale que nous avons dans l'Église, la morale que nous avons dans les lieux de prière doit avoir son impact dans la société. Et aujourd'hui, avec ce que nous vivons, nous devons regarder les problèmes qui touchent le chrétien.
nous devons regarder les problèmes qui touchent celui qui prie, celle qui prie, et venir en aide. Et nous avons compris que la santé est une préoccupation importante. Et donc, nous, en partenariat avec l'espace Solidarité Santé, nous allons proposer un cadre de réflexion où, avec peu, nous allons regrouper les moyens des uns et des autres. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des tontines. Vous faites des tontines pour que quelqu'un gagne à la fin du mois. Mais on peut faire aussi des genres de tontines où vous gardez de l'argent, suivant un règlement intérieur clair. Quand vous avez quelqu'un qui participe à votre organisation, qui est dans un problème de santé, tout de suite, vous venez en intervention. Ça sera seulement une goutte d'eau dans l'eau. Mais le plus important, c'est souhaiter que le message que nous avons passé ce soir a été entendu par les décideurs pour que nous puissions réfléchir tous comment, dans les circonscriptions sanitaires, comment, dans une médecine de proximité, comment, dans une politique de proximité, on peut soulager les uns et les autres. Combien de morts n'auraient pas été évitées si nous étions organisés? Combien de complications n'auraient pas été évitées si nous avons été organisés? Il y a des gens qui sont sortis des séquelles après des accidents cardiovasculaires, qui sont sortis avec les séquelles parce que simplement, le scanner qui a été demandé au jour 1, l'argent pour faire le scanner a été obtenu au jour 20. Et entre-temps, la maladie a évolué et quand bien même on est arrivé à rattraper, la personne s'en est sortie avec des séquelles. Donc, nous allons évoluer dans d'autres sujets. La consommation, vous comprenez que ce sont des sujets de société, mais qui touchent la vie des chrétiens. Et nous associerons, aujourd'hui nous avons associé l'espace Solidarité Santé parce que nous seuls, nous ne pouvons pas nous engager dans toutes ces réalisations. Donc, pour ce soir, c'est un travail qu'avec ESA qui nous a fait savoir que dans la première quinzaine du mois de novembre, il y aura une conférence de presse pour essayer de mettre des bases. Si des gens ont des compagnies d'assurance maladie, des gens ont, comment dirais-je, des organismes de prise en charge, et il peut avoir des moyens pour les uns et les autres de s'entraider. Et il faut aussi qu'il y ait une société civile qui se penche sur les dérives. Aujourd'hui, vous savez, si quelqu'un meurt dans un hôpital, tout de suite on va dire, bon, c'est normal. Mourir dans un hôpital, c'est normal. Quand bien même la mort est due à une erreur médicale. Quand bien même la mort est due à une négligence. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait en face des agents de santé ce contre-pouvoir-là, pour leur dire que vous ne pouvez pas faire du n'importe quoi sur la vie des autres. Vous ne pouvez pas prétendument chercher à gagner, à joindre les deux bouts de moi en mettant la santé des autres en péril. En mettant, vous savez, quand il y a eu cette dame qui a eu à donner des médicaments périmés, à vendre des médicaments périmés parce qu'elle travaillait dans un service hospitalier, elle a vendu des médicaments périmés, c'est des choses qui sont graves. Donc, c'est un début, c'est un départ. Nous avons besoin de vos soutiens. Et frères et sœurs, comprenez que dans ces temps de difficulté, dans ces temps de crise, seul un élan communautaire est important. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas gagner ailleurs, mais qu'on peut gagner que si on est assis et qu'on trouve les moyens de s'organiser, on trouve les moyens de faire. Je disais aux Koroman du Fonds de Cité, je leur disais, pourquoi vous attendez toujours que les gens viennent, qu'ils vous donnent des marinières, qu'ils vous donnent de l'argent, et vous êtes comme soumis aux dons que les gens vous donnent. Pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir tel que vous êtes, vous, Koroman, tel que vous êtes, vous, vendeurs, tel que vous êtes, vous, les autres, dans les métiers de l'informel, pourquoi nous ne pouvons pas nous asseoir pour réfléchir nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme solution? Au lieu d'attendre et d'être esclaves de, parce qu'on va nous donner ceci et nous contraindre de faire ceci, mais pourquoi on ne peut pas s'asseoir nous-mêmes pour réfléchir? Et aussi demander aux dirigeants d'église de faire des églises des lieux où il faut désormais vivre la vie communautaire. Il faut que les gens s'épanouissent, les gens trouvent des solutions. Ça, dans un premier temps, ça ne sera peut-être pas tout le monde, mais il faut commencer. Voilà, merci. On a senti par les appels qui ont abouti et qui n'ont pas abouti, qu'il y avait un engouement pour l'émission. Merci beaucoup. Certainement que le service de programme de la RTOPH, qui est conduit de maître par Vianney Bitoukou, nous trouvera un espace de rediffusion. Nous ne pouvons pas imposer. Nous sommes en train de quémander et certainement que nous aurons une oreille attentive de sa part pour que nous continuions à porter aux uns aux autres ce message. Merci beaucoup. C'est par les mots de Papa Charles que nous disons grand merci à vous, la fin de ce plateau spécial.
Nous allons sûrement et certainement revenir la semaine prochaine. Un grand merci de votre fidélité. Le plateau spécial, l'organisation et la prise en charge des urgences médico-surgicales. Voilà la fin, 21h passé de 47 minutes. Toute l'équipe de ce soir, Alguish Bibungu, Blanchard Mwanda, derrière la caméra, réalisée par Vianney Bitoukou, Belge Pambou. Et là ce soir, à la radio, merci de votre fidélité. Tout le plaisir est partagé. On va se retrouver, comme je l'ai dit, la semaine prochaine, Papa Chia, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Voilà, merci. Au revoir. À la prochaine. Bye bye.